Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Isabelle Lusseau-Carverne. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Alors Isabelle, tu es bien sûr vétérinaire, diplômée de Nantes en 1994, avec un parcours international comprenant un passage par l'université de Davis en Californie aux US pendant tes études. Aussi un internat à Saint-Hyacinthe au Canada et 3 ans d'exercice en Angleterre. Il est utile de préciser que de 2003 à 2009, tu as exercé le métier de maman au foyer à temps plein pour élever tes 2 filles que tu as eues avec ton mari, lui aussi vétérinaire, David Lusseau pour ne pas le citer. Suite à cela, tu t'es installée à ton compte près d'Angers, en pratique exclusive, ostéopathie, phyto-aromathérapie, acupuncture, rééducation fonctionnelle, avec une partie itinérante en équine et un cabinet en canine. Depuis 2018, tu coordonnes le REPAS, le réseau de phyto-aromathérapie de l'AVAC AVEF SNGTV. Et tu es membre du conseil d'administration de l'AVEF et responsable de sa commission médecine complémentaire et intégrative. Tes bouffées d'oxygène en dehors du boulot où tu t'éclates sont la mer, la natation, la marche, le voyage, le pilate, la méditation, la cuisine, sans oublier bien sûr ta famille. Tout un programme. Tu te nourris de ton métier, de rencontres, d'histoires de vie, de lectures et de cogitation en groupe. J'espère donc que le podcast aujourd'hui sera pour toi un excellent hors-d'œuvre. Je vais donc commencer par notre question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire ? Eh bien, merci Sophie. C'est étrange de t'entendre, et expliquer tout ça, raconter un peu quelques lignes directrices que je t'avais transmises et de les t'entendre comme ça regroupées. Je t'avoue que c'est émouvant, je trouve, de dire ah oui effectivement, c'est un peu ça ma vie. Et je te remercie de me donner l'occasion de parler comme ça, de raconter un peu mon parcours, parce qu'effectivement je suis sortie de Nantes il y a quelques années maintenant et c'est toujours intéressant de pouvoir partager et puis j'écoute avec toujours pas mal de plaisir les parcours des uns et des autres qui sont toujours enrichissants. Donc effectivement, pourquoi vétérinaire comme dans beaucoup de des podcasts que j'ai écoutés, c'est pas très original, c'est depuis toute petite. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai été élevée à Paris, dans le centre de Paris, et j'ai tout de suite dès que j'ai eu des contacts avec les animaux, ça m'a apporté sans doute pas mal de choses. J'allais même sortir le chien du prêtre de ma paroisse, puisque mes parents allaient à la messe. Je me souviens l'avoir baladé du côté de Notre-Dame. Tu vois, c'était mes premiers contacts avec les animaux. Ensuite, je me souviens avoir négocié assez fort pour avoir un animal. J'ai obtenu un cochon d'Inde qui m'a accueilli tous les soirs en rentrant de l'école pendant toute ma primaire, je pense. Et ensuite, j'avais une tante qui avait des briards et qui était peut-être côté de Nantes que j'aimais bien aller chez elle parce qu'il y avait ses chiens. Et j'ai voulu un briard et j'ai eu un shih tzu parce qu'on a eu une version réduite de l'animal et voilà, c'était mes premiers contacts avec les animaux. Puis ensuite, j'ai eu les rencontres avec les chevaux. Le premier contact s'étant fait dans un centre de vacances. Et là, ça a été une espèce de coup de foudre. Donc voilà, je me suis dit, faut que je sois tout le temps avec les animaux. Et on va dire que la réponse à ce lien fort qui m'unissait aux animaux, dans la famille où j'étais, où il y avait quand même des attentes de réussite scolaire, vétérinaire, c'était pas trop mal finalement, puisque ça faisait une voie un petit peu
qui correspondait aux attentes qu'on pouvait avoir au niveau d'études et en même temps, moi, qui me permettait d'être avec les animaux. Voilà. Est-ce que tu t'es posé la question de s'il n'y avait pas ces attentes, de ce que tu aurais pu faire d'autre, justement, avec les animaux? Cette question s'est posée parce que, alors avec le recul, je peux dire que je me suis retrouvée prise dans des histoires de grandes personnes, mais le fait est que quand j'ai découvert mon premier contact au cheval dans ce camp de vacances où ça a vraiment été, j'ai adoré ça, monter à cheval. Et donc, j'ai ensuite continué à monter à cheval dans un club où il se trouvait qu'on faisait beaucoup de compètes. J'ai eu un cheval. Enfin, j'ai eu un poney d'abord et ensuite j'ai eu un cheval. Enfin, non, c'était un poney, avec qui j'ai fait beaucoup de compètes et c'était du concours complet. C'était quand j'étais essentiellement au lycée. Et bien c'était un bon poney puisque je faisais des concours poney avec des concours chevaux et que j'ai eu la chance d'être championne de France l'année de mon bac et de faire aussi 2 championnats d'Europe en concours complet avec maintenant certains cavaliers qui sont devenus cavaliers olympiques. Donc quand je suis rentrée en prépa veto, j'avais encore des concours et je me souviens avoir euh, ne pas être allée quelques jours en cours en prépa veto pour faire un championnat de France pour le coup de chevaux avec mon petit poney, mais j'avais bien gazé. Et la question s'est posée, c'est-à-dire quand je suis rentrée, c'était aux vacances de la Toussaint, je crois, enfin un truc comme ça, et quand je suis rentrée, on dit bon bah maintenant vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas faire de la compète à cheval et faire prépa veto, donc il vous faut choisir. Et c'est vrai que je me souviens m'être dit bon bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête et je suis cavalière ou est-ce que je deviens veto? Bon clairement dans ma famille la question de deviens veto était la seule option possible. Mais bon a posteriori, enfin je sais pas ce que j'aurais fait puisque je monte plus à cheval et je fais plus du tout de compète maintenant depuis que je suis sortie de l'école vétérinaire. Tu l'as vécu comment ça à l'époque? Ah, c'est très complexe hein, parce que effectivement, je pense que heureusement que je montais à cheval, heureusement que j'avais un super cheval qui m'a donné énormément confiance en moi et qui m'offrait quand même des bouffées d'oxygène quand je sortais de prépa parce que j'ai trouvé moi la prépa assez difficile, j'ai beaucoup travaillé, j'étais très scolaire. Et donc ça a été un parcours. Hein. Quand je suis arrivée à Nantes, je suis venue avec mon cheval. J'avais la chance. Pour moi, ça a été un choix de venir à Nantes et contre l'avis de mes parents. Mais j'étais contente de pouvoir. J'avais la chance aussi, hein, quand même, de pouvoir monter à cheval. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les constructions qu'il y a maintenant à Nantes. On était une école vétérinaire d'un côté de la rivière, de l'autre côté, il y avait un centre équestre. Et on n'était pas obligé d'aller tout le temps en cours, donc je montais quand même beaucoup à cheval. J'ai continué un peu la compète, hein, mais en moins assidu, moins entouré. J'ai fait une grosse chute lors d'un concours où je m'étais pas forcément suffisamment bien préparée. Et donc voilà, tout ça, ça s'est organisé de façon à ce que voilà le cheval était important pour moi et ça a vraiment été un parcours parallèle entre ma vie de cavalière et ma vie de futur vétérinaire entre guillemets. Oui, tu t'es résignée en quelque sorte, mais en même temps, tu as pu malgré tout continuer ça et ça t'a apporté beaucoup pendant ton parcours, j'imagine. Oui, c'est ça. Enfin, le fait de monter à cheval était très important puisque donc effectivement, quand je suis sortie de l'école, après j'ai fait un peu de remplat. Ensuite, je suis partie à Saint-Hyacinthe un an et ensuite j'ai fini par atterrir en Angleterre. Donc ça, c'était 3 ans après ma sortie de l'école vétérinaire. Et là, je continuais à monter à cheval sur des chevaux de clients, des choses comme ça, parce que là, l'Angleterre, c'est quand même le paradis là-bas, tout ça. Hein. Je pense que c'est aussi une question de contexte. Hein. Et c'est vrai que mais petit à petit, j'ai senti que, en tout cas, la compétition elle-même, finalement, a posteriori, je pense que j'en faisais pour satisfaire les gens qui mettaient des espoirs sur moi, en fait, je pense, qui voulaient que je réussisse et que j'ai des premières places et tout ça. Et ça, j'ai investi cette mission. Je m'en suis donné les moyens. J'avais aussi un super cheval et j'ai vécu des moments extraordinaires, hein, vraiment des décharges d'adrénaline. Quand on part sur un parcours de cross, mon cheval s'appelait l'adopté et ça a été vraiment une figure marquante de ma vie quand même. Et donc quand on partait sur un cross, c'était quelque chose d'assez extraordinaire puisque quelque part j'avais toujours un peu peur et en même temps quand on réussit, ça fait quand même
voilà, ça permet de construire sa personnalité et de se dire que quand on s'investit, même si on a peur, on peut y aller et il se passe des trucs extraordinaires. Donc, ça a été très fondateur quand même. Mmh. Donc, à Nantes, tu pars aux US pendant ton parcours. Comment ça se met en place? Alors, un autre aspect étonnant quelque part un peu de ma famille, c'était qu'il fallait parler anglais. Et moi, c'était pas écrit dans ma bio, mais je suis partie quand j'étais en 4e, 2 semestres en Angleterre pour apprendre l'anglais dans un pensionnat au nord de Londres. Et donc, j'ai adoré. Même si ça a été dur de partir. Hein. Et alors là, pour le coup, je montais à cheval aussi, c'est vraiment super. Mais je suis devenue assez anglophile et j'adorais parler anglais. Et donc, à l'époque, à l'école vétérinaire, donc j'ai fait mes études entre 90 et 94, il y avait des bourses pour partir à l'étranger et elles étaient très peu demandées. Et comme j'ai adoré toute l'école vétérinaire, tout ce qui s'y passait, il y avait plein de choses dans tous les sens. Je me suis investie dans plein de projets et je me suis mise à la commission d'allocation des bourses. Je crois. Enfin, j'avais été élue comme représentante, c'est le conseil de l'enseignement et de la pédagogie. Et bref, j'avais vu un peu de tout ce qui se passait et je me suis dit ben c'est sympa. Et j'avais en prépa ce qu'on appelait mon carré en prépa, donc la personne qui m'avait accueilli en prépa, François, qui lui était parti à Davis en Californie quelques mois et qui m'a dit ben vas-y rejoins-moi, c'est sympa. Et il s'est démené honnêtement pour me trouver un stage dans le Equine Field Service, qui était des résidents. Donc voilà, les vétos connaissent internat, résident, voilà. Et on avait une résidente, 3 étudiants. On partait dans un gros pick-up où il y avait l'eau chaude à l'arrière du pick-up. J'avais été étonnée. Et on faisait de la pratique courante aux alentours de Davis. Et puis le matin, il y avait les rondes dans l'hôpital, tout ça. C'était vraiment hyper enrichissant. Enfin voilà, pourquoi je suis partie, c'était pour parler anglais, rejoindre un ami là-bas. Et à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était que les universités américaines, quelle était la différence avec les écoles vétérinaires françaises. J'en avais aucune notion. Donc ça a été un tout petit peu un choc quand même, hein, parce que là-bas, les étudiants, c'était voilà, je devais avoir 21 ans, 22 ans, je sais plus. Et là-bas, les étudiants, eux, avec qui j'étais, elles avaient 10 ans de plus parce qu'elles avaient travaillé avant pour payer leurs études. Donc la motivation, forcément, par rapport aux étudiants qui n'allaient pas en cours, qui faisaient la fête quand même à l'école vétérinaire de Nantes, à Davis, il y avait des gens qui étaient très investis. Et puis d'avoir, bon, sans vouloir dire trop de mal quand même de ma formation équine à l'école vétérinaire de Nantes, mais à l'époque, c'était pas très très structuré. Quand je suis arrivée à Davis, c'est un gros choc quand même. Donc je me suis dit bon, c'est une voie intéressante à explorer. Et du coup, à la suite de tes études, tu pars à Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu t'es posé la question des US? Alors effectivement, sans doute, je me souviens plus très bien comment ça s'est passé, mais à l'époque, Saint-Hyacinthe était réputé pour l'équine et j'ai dû aller faire un stage d'été à la fin de ma 4e année, un truc comme ça. Donc j'avais quand même des parents qui me permettaient de faire ça. Hein, je les remercie pour ça. Ils étaient très tournés vers l'international quand même. Ils étaient contents quand on partait. Donc voilà, j'avais pas encore bien la notion. Enfin, je m'étais dit que ça devait se rapprocher un peu de ce que j'avais vu aux États-Unis, mais avec une version française peut-être un peu plus simple. Et puis c'était la voie. Il y avait des partenariats à l'époque. Hein, donc j'ai fait un stage d'été. Donc là, j'ai adoré vraiment. Et je me suis dit voilà. Je vais sans doute repartir un an. Donc après, la vie privée était dedans aussi parce que j'étais déjà donc avec David, hein, mon mari encore maintenant. On pourra en parler aussi longtemps, hein, des parcours communs de vétérinaires qui vivent ensemble. Mais et donc la question s'est posée puisque lui, il sortait de l'école vétérinaire, il avait identifié que il ferait sans doute pas vétérinaire en pratique et il visait de faire une école de commerce. Et donc moi, je comptais partir à Saint-Hyacinthe. Donc en fait, on s'est dit bon voilà, moi je pars à Saint-Hyacinthe. Lui, entre-temps, il avait en plus fait un passage en Écosse pendant quelques mois, presque 9 mois. Donc en fait, on était très tournés tous les deux vers vers quand même voyager quand même. Et donc on s'est dit voilà, moi je pars à Saint-Hyacinthe, toi tu fais ton école de commerce, tu es resté à Paris et puis on verra si on reste ensemble. On verra si on reste ensemble après. Le challenge est 1 an. Oui, c'était un challenge. Hein. C'était un challenge. Hein. C'était un challenge, je dirais, de ce point de vue-là, de rester ensemble. Donc ça voulait quand même dire qu'on avait sans doute déjà quelque chose de solide qui était en train de se construire. Et qu'est-ce que tu as trouvé là-bas à Saint-Hyacinthe? Oh, alors là, c'est honnêtement, a posteriori, ça reste vraiment une année
un élément très fondateur pour moi, Saint-Hyacinthe, parce que par plusieurs choses. D'abord, la bienveillance des enseignants, la grande différence quand même que j'ai trouvée à l'époque, c'est-à-dire qu'ils lisaient des publications scientifiques écrites en anglais. Donc déjà là, j'ai remercié mes parents à fond parce que ça me posait pas de soucis de lire en anglais. J'ai découvert voilà une autre façon de travailler en fait par rapport à ce qui se faisait en France dans les années 90, on va dire. Hein. Et puis beaucoup travaillé, certes. Le fait d'être en équipe, on était, je crois, 8 internes. Voilà, on travaillait beaucoup. Tous, on avait des rotations de nuit, tout ça. On s'occupait des chevaux. Donc j'adorais m'occuper des chevaux et j'avais peut-être que ça, c'est quand même quelque chose qui m'a été transmis par tous les gens qui ont accompagné mon parcours jusqu'à l'école vétérinaire. C'est-à-dire que c'est le travail bien fait. Voilà, mon entraîneur d'équitation dont je parle à nouveau. Voilà, si on arrivait dans la carrière avec un brin d'herbe dans la queue du cheval, c'est pas une option. On rentrait au box, quoi. C'est-à-dire qu'on prend soin et on le fait bien. Et ben à Saint-Hyacinthe, j'ai pris soin et j'ai essayé de le faire bien. Donc et j'ai été accompagnée et il y avait un monde quand même entre l'équine que j'avais pu apprendre à Nantes et ce que j'ai appris à Saint-Hyacinthe. Donc ça a été extraordinaire. Et puis j'ai rencontré des gens avec qui je suis restée en contact depuis et ça a été et puis l'ambiance, le pays, l'accueil des étudiants, les expériences autres que de l'hôpital vétérinaire que j'ai pu vivre là-bas, aller pêcher dans des mares gelées, faire des patins à glace. Enfin, c'est un magnifique pays. Donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement j'étais encore relativement jeune, je devais avoir 23 ou 24 ans et en fait ça permet vraiment d'apprendre à se connaître, de voir comment on travaille avec les autres, qu'est-ce qu'on veut faire et que d'aller à l'encontre d'autres cultures, c'est hyper enrichissant. C'est quelque chose que tu encouragerais de manière générale aujourd'hui? Carrément. Ouais. Ah ouais. Tous les jeunes vétérinaires que je peux voir, alors là maintenant on est à un âge où on a des amis vétérinaires qui ont des enfants qui font vétérinaire. Et effectivement, je vais partir ailleurs, voir ce qui se passe. Alors c'est sûr que les États-Unis, j'en parle sans doute encore. Enfin bon, après on n'a jamais échangé sur ce sujet, Sophie. Je sais pas quelle est ton expérience, mais c'est vrai que les retours que j'ai pu en avoir, en tout cas d'un point de vue formation professionnelle, et je suis encore en contact avec certaines personnes aux États-Unis. Voilà, c'est toujours intéressant. Alors doit y avoir aussi des côtés qui sont pas forcément toujours positifs, mais oui, aller à l'encontre d'autres cultures, quelles qu'elles soient, quel que soit le pays, parce que maintenant on peut être dans d'autres pays européens. Je dis pas qu'il faut forcément viser l'excellence académique, alors que si on peut, si c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est bien, mais surtout aller au contact d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Voilà, moi mon parcours, on en parlera sans doute après, mais en Angleterre, le rapport à l'animal en Angleterre, c'était aussi très très intéressant. Clairement. En tout cas, je peux que, valider ce que tu dis sur l'exposition aux autres cultures. Ce serait hypocrite de ma part de ne pas le faire. J'imagine que tu as eu peut-être envie de rester là-bas, à Saint-Hyacinthe, vu ce que tu viens de me dire. Ah oui, mais écoute, très bien, très bien vu, effectivement. Je pense que si j'avais pas été avec David, je serais restée, j'aurais fait une résidence. Mais voilà, ça s'est pas fait. Je suis rentrée, voilà, pour plein de raisons. Et puis voilà, j'ai eu un parcours derrière. Ça a peut-être été un regret, une partie de ma vie. Et puis, finalement, voilà, je pense il faut mener son chemin. C'est pas fait. Mais c'est vrai que je l'ai envisagé. J'aurais adoré rester plus longtemps, effectivement. Si j'aurais pas eu de lien en France, je serais restée. Du coup, après le UK, tu es resté là-bas 3 ans, si je me trompe. 3 ans et demi, un peu plus. Mais en fait, là, c'est vraiment une conjonction de trucs. C'est-à-dire qu'effectivement, là, pour le coup, donc je suivais mon mari, qui lui a fait à l'époque, on faisait son service en entreprise, éventuellement à l'étranger. Donc, il avait plusieurs options et celle qui a abouti, c'était l'Angleterre. Donc, ça me convenait complètement puisque, comme j'ai expliqué, j'avais été en pension là-bas, j'avais vraiment bien aimé. J'aimais bien beaucoup de choses en Angleterre, plein de choses, les bonbons, l'approche anglaise, le côté très british, le rapport aux animaux, la culture autour du cheval, voilà. Donc, à l'époque, j'étais quand même dans le concours complet. Il y a un concours complet mythique en Angleterre qui s'appelle badminton, que j'ai évidemment raté absolument à aucun moment quand j'étais là-bas.
Tous les autres concours, j'y allais. J'adorais ça. Pour le coup, en fait, quand j'arrivais sur un terrain de concours complet, et j'en parlerai tout après parce que ça a beaucoup changé ça, je vibrais en fait. J'étais en émoi. J'adorais voir entendre ces chevaux galoper, arriver sur des obstacles, voilà. Ça faisait partie des choses qui me faisaient vraiment vibrer. Et effectivement, pour moi, l'Angleterre, c'était la Mecque du cheval. Donc, partir en Angleterre, c'était chouette. Donc, je sortais de mon internat. J'avais fait un petit passage en France en faisant des remplats. Il faut quand même dire que il y avait une grosse clinique équine où j'avais fait tous mes stages. Où quand je suis entrée de Saint-Hyacinthe, on m'a dit, on veut bien t'employer, mais bon, enfin, les internes qui sortent de Saint-Hyacinthe, finalement, ils sont pas adaptés à la pratique. Donc, on va pas te proposer un job payé, mais tu peux venir avec nous si tu veux. Donc ça m'a un petit peu fait travailler quand même. Ensuite, j'ai fait quelques remplats à droite à gauche et j'ai des vétérinaires où j'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris à Saint-Hyacinthe qui me disaient, non, ça c'est pas possible, tu peux pas faire ça comme ça, tu peux pas donner des antibiotiques aux doses que tu te donnes toi, ou comme j'avais appris à Saint-Hyacinthe, il faut donner beaucoup moins. Alors ça me posait des problèmes. Et quand je suis arrivée en Angleterre, j'étais beaucoup plus en ligne avec ce que j'avais appris à Saint-Hyacinthe. J'ai eu la chance d'arriver dans une clinique où il y avait, je crois que c'était on était une quinzaine de vétérinaires, devant 30 infirmières. Donc j'ai travaillé. Je remercie les infirmières. Bon, il y avait en plus une infirmière en chef à qui je suis restée toujours liée, avec qui je suis très bien entendue, qui m'ont fait confiance en fait. Voilà, ils m'ont donné une voiture, un endoscope, de quoi castrer les chevaux, et puis ils m'ont lâché dans la nature, alors que j'étais quand même encore, je me sentais encore un peu expérimentée malgré mon internat, tout ça. Et ils m'ont fait confiance, surtout. Puis petit à petit, ça a été vraiment un accompagnement. Le vétérinaire là-bas en chef qui s'appelle Chris Blackmore, qui est malheureusement maintenant décédé, ça fait partie des gens qui, comme les professeurs que j'ai rencontrés à Saint-Hyacinthe, des gens qui ont marqué ma vie parce ils m'ont fait confiance et ils m'ont surtout, dans des moments où j'avais peut-être pas forcément hyper confiance dans ce que je faisais, ils m'ont tout dit, t'es capable, vas-y, fais-le quoi. Et ça, en parlant, j'en ai encore des frissons. C'est chouette. Et de ces 3 expériences internationales, qu'est-ce que tu en retires le plus? C'est ce que je t'ai dit au départ, c'est vraiment le contact avec d'autres cultures, quoi. C'est super parce qu'effectivement, tu vois, quand t'es élevé dans une famille, voilà, on va dire quand même assez aisée, éduquée à Paris, et que tu vas te frotter à d'autres façons de penser. C'était peut-être un petit peu le défaut qu'il y avait dans ma famille, c'était qu'ils avaient, je pense qu'ils pensaient qu'il était, voilà, ce qu'ils pensaient était bien, et que ce que pensaient les autres était peut-être pas forcément toujours aussi intéressant que ce qu'ils pensaient eux. Et ça, je me suis vite rendu compte que c'était pas vrai. Donc, mais j'ai eu besoin d'un accompagnement pour ça, parce que quand on baigne là-dedans, quand on est, c'est pas si facile. Et effectivement, non, toutes les personnes rencontrer du monde. Et c'est ce qui permet ce métier de vétérinaire, ce que j'adore encore, c'est que je rencontre toujours des nouvelles histoires. Chaque nouveau client est une nouvelle histoire. Et quand on est vétérinaire en pratique et que voilà, moi ça va faire 14 ans que je me suis installée, donc il y a forcément des gens qu'on sélectionne en fonction de sa personnalité, à qui on s'attache, on suit leur parcours avec leurs animaux. Et voilà, il y a je parlais de nourriture au tout début, c'est-à-dire que j'aime bien écouter les histoires des autres, et voilà, est-ce que ça fait, est-ce que ça résonne en moi, est-ce que ça m'ouvre d'autres portes. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Les voyages et la découverte d'autres cultures, ça m'a ça a ouvert mon esprit à accueillir tout ce que je pouvais accueillir d'autres pour voilà, puis en toute humilité, c'est-à-dire que c'est possible, hein. Toutes ces histoires existent, et après voilà, dans mon métier, j'essaie de les accompagner avec ma petite porte qui est le soin aux animaux, mais c'est toujours intéressant, c'est-à-dire enfin, quand même le métier de vétérinaire permet d'aider en tout cas l'animal à aller mieux, et parfois l'animal c'est un pilier important dans certaines familles. Donc ça, voilà, je fais un peu un amalgame là, mais voilà, c'est tout ça, c'est des histoires en fait, des histoires de vie, et des parcours, et bien évidemment en lien avec le métier de vétérinaire qui moi me passionne. J'ai cette chance toujours. C'est un joli amalgame et un fil conducteur qui fait complètement sens, c'est celui de la connexion, je pense. Le UK, donc tu es resté toujours au même endroit pendant les 3 ans et demi? Oui, j'ai fait un peu un remplat dans une première ville, c'était sympa, ça s'appelle Henley-on-Thames, il y a des courses d'aviron, des choses comme ça, enfin c'est très très british.
Et puis après, on était juste en périphérie de Londres, ça s'appelait Watford. C'est pas le joli coin de l'Angleterre, mais bon, c'était très agréable. Hein. On avait acheté une maison en fait. Ce qui nous a fait rentrer, paradoxalement, c'est que euh, on s'est marié. On s'est marié en France, mais on était encore en Angleterre. Et en fait, j'avais du mal à tomber enceinte. Et donc, il a fallu enclencher un parcours médical. Et là, pour le coup, en Angleterre, c'était compliqué. Donc, c'est la question s'est posée pour ces raisons-là de rentrer en France et aussi parce que malgré tout, dans la clinique où je travaillais, on travaillait beaucoup. C'était très intense et c'est là que j'ai peut-être commencé à identifier que il y avait certains types de pratiques qui généraient chez moi sans doute peut-être du stress. Ça me fatiguait pas mal parce qu'il y a quand même des situations stressantes hein, quand je travaillais dans cette clinique qui était très très, on était pas mal occupés. Et voilà, je m'étais dit, je vais peut-être, si je veux tomber enceinte, si j'ai des difficultés avec le rythme que j'ai, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, et puis ça s'est organisé comme ça. David a eu de toute façon, on voulait rentrer dans l'Ouest parce qu'on a fait tous les deux nos études à Nantes et on aimait bien l'Ouest de la France. Et il a eu un poste chez Intervet. Et donc en fait, voilà, je l'ai suivi. Hein. Mais moi, j'ai réussi à ce moment-là. Je cherchais ce que j'allais pouvoir faire. Et en fait, j'ai été praticien hospitalier à la clinique équine de l'école vétérinaire de Nantes. J'ai fait ça 3 ans. Là, c'était un peu un choc culturel quand je suis rentrée d'Angleterre, pour dire ce qui est, à nouveau, pour le coup. Mais voilà. Et puis, ça m'a permis de suivre un parcours médical de mon côté pour voir ce qui n'allait pas et pourquoi je tombais pas enceinte. Voilà. C'est quoi les principales, tu parles de choc culturel, t'as des choses comme ça qui te viennent à l'esprit? Donc ça a été un peu compliqué, je veux pas cracher dans la soupe, mais ouais. Et puis bon, j'ai mis plein de choses en place. J'ai eu un peu de mal à trouver ma place. J'étais contente d'être clinicienne. J'ai eu 3 générations d'étudiants qui sont pour la plupart encore maintenant en équine et que je suis et j'ai trouvé ça vraiment super hein, d'échanger avec eux. Je suis pas non plus beaucoup plus âgée qu'eux, mais c'était vraiment une chouette expérience. Et après, par contre, la lourdeur du système administratif des écoles, les processus de décision, la gestion de tout, c'était pas du tout pour moi pour le coup. Et puis, il se trouve qu'effectivement, je me posais quand même la question de continuer à travailler parce que c'était quand même un bon compromis entre les difficultés peut-être de la pratique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand on est en équine et une femme qui veut avoir des enfants. Et mais en même temps, voilà, il y a des petites choses qui se sont pas très bien passées alors que j'allais rempiler pour une 4e année et que comme c'était le système public, c'était des contrats CDD à durée déterminée. Au moment du renouvellement de CDD, j'ai découvert que je crois quelques semaines avant que j'étais enceinte et j'ai dit bon je renouvelle pas, j'arrête. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Oui, le hasard a plutôt bien fait les choses, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Il faut laisser parfois faire confiance à son chemin de vie et laisser les choses arriver. Et effectivement, comme disait très bien en introduction, c'est en regardant, enfin, je sais pas si c'est en introduction ou après, mais ou avant, mais parfois il y a des choses qui se passent et voilà, parfois on se sent poussé à prendre des décisions, mais finalement c'est sans doute ce qui avait la moins mauvaise décision au moment où on l'a prise en tout cas. Et qui fait sens par la suite, tout à fait. Pendant toute cette période, l'équine, c'était une évidence. Tu t'es jamais posé la question de faire de la canine ou autre chose? Alors en Angleterre, je faisais un tout petit peu de canine quand même. Alors j'avais demandé à être spécialisée dans la vaccination des chiots. J'adore papouiller des animaux depuis toujours. Enfin, c'est vraiment ce qui me... Et donc c'est ce que j'en ai fait mon métier maintenant, donc c'est cool. Mais oui, non, j'ai toujours adoré tous les animaux. Après le cheval, c'était parce que je connaissais quand même très bien. Voilà, j'ai monté à cheval, je connaissais bien le cheval, je connaissais bien la locomotion, ça m'intéressait beaucoup. Et encore toujours dans une espèce de fascination pour l'animal, et puis d'essayer de lui apporter du bien-être en le soignant. Donc ça, je l'ai poussé encore plus loin dans ce que je fais maintenant, hein, parce que c'est très satisfaisant ce que je fais maintenant par rapport à un vétérinaire classique qui va quand même injecter, faire une endoscopie, castrer, tout ça, c'est plus ce que je fais maintenant. Ça fait presque 30 ans que je suis sortie. Et comme les plus de 50 ans, parfois on regarde, on se dit juste à quand on va pouvoir exercer notre métier. Parfois, quand j'arrive dans une écurie, je me dis ah là, quand je pourrais plus faire ça, ça va être dur, ça va être dur. Voilà. Mais je ferais sans doute voilà, faut que je me fasse confiance, je pourrais d'autres solutions, mais j'adore être au contact des chevaux. Ouais. Et a priori, il y a rien qui t'empêchera alors peut-être de pratiquer l'ostéopathie, mais en tout cas d'être au contact des chevaux jusque. Oui, tu sais, parfois quand j'ai réfléchi à ce podcast, je me disais en fait finalement,
les soigner maintenant, c'est aussi leur rendre tout ce qu'ils ont pu m'apporter au cours de ma vie. C'est-à-dire que finalement, ce cheval de compète que j'avais là, quand je repense à cette partie de ma vie, les moments où j'étais apaisée, tranquille, parce qu'il y avait beaucoup de pression autour de moi dans à plein de niveaux. C'était quand j'étais dans le box avec mon cheval, et donc je pense que le soin, euh, ce qu'il m'a apporté en tout cas, ça m'a soigné sans doute, et donc c'est comme si j'étais redevable de quelque chose, comme si je devais aussi, c'est quelque chose qui, voilà, tu vois, j'en parle des frissons, mais c'est quelque chose de très ancré, de vouloir soigner. Pendant cette période de grossesse et puis d'éducation, on va dire, de tes filles, c'est à ce moment-là que tu commences à réfléchir à la suite. Comment ça se passe? Le truc, c'était qu'effectivement, là pour le coup, c'était comment je peux continuer à être au contact des chevaux, à les soigner, en trouvant quelque chose de compatible avec ma vie de maman. Et donc, je crois que d'un seul coup, c'était une nuit. Je réfléchissais, ça devait turbiner. Alors, il y avait quand même eu quelques contacts en Angleterre avec des physiothérapeutes, qui, alors que moi, j'infiltrais des dos, remontaient musculairement, enfin, contribuaient grandement au bien-être du cheval. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à creuser. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose dans ce sens-là. Et puis, on commençait à parler d'ostéopathie. À l'école, en vrai, c'était même avant, puisque c'était à l'école vétérinaire. C'est une des raisons pour lesquelles je suis partie de l'école vétérinaire en tant que praticien hospitalier, c'est que c'était là, il y avait la première formation en ostéopathie vétérinaire. J'ai voulu la faire quand j'étais praticien hospitalier. Et là, le directeur de l'hôpital m'avait répondu, non, tu es là pour former les étudiants, tu n'es pas là pour te former. Et ce qui a fait que j'ai pas donné suite à la formation, mais je m'étais dit que c'était peut-être une façon de continuer à une autre chose que j'adore, c'est parcourir les chemins dans la campagne pour aller d'écurie en écurie et voilà, travailler autrement. Donc, En fait, t'as fait ton propre mini bilan de compétences avec tout ce que tu voilà. savais faire, tout ce que tu avais envie de faire, Ouais. et puis tu as accouché de l'ostéopathie du coup à l'époque. Tu t'étais pas Voilà, c'est encore ça. sur la partie phyto, aroma, rééducation. Non. Non, en fait, je me suis dit tiens, c'est peut-être un bon moyen de faire quelque chose. À l'époque, il y avait quelques vétérinaires qui faisaient ça, je les connaissais pas tous. Et puis ensuite, il se trouve que donc j'ai eu ma première fille, et comme j'avais du mal à tomber enceinte, j'ai le gynécologue qui m'avait accompagnée, qui a pris sa retraite, a laissé place à un plus jeune qui m'a dit, oh bah là, avec tout ce que vous avez, si vous voulez un deuxième, va pas falloir tarder. Si, je me souviens très bien de ces termes, si vous voulez vous éviter les affres de l'adoption. Donc ça m'avait un peu marqué. Je me dis ok, donc je vais, bon bah voilà, j'ai eu donc Jeanne, ma première fille, et Solange, ma deuxième fille, et néanmoins, j'avais envie quand même de continuer à travailler, à soigner, parce que quelque part, à un moment ou à un autre, mes parents m'ont dit, mais dis donc, Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? T'as vu tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Enfin, quoi, t'es perdue pour le métier de vétérinaire? Parce que quand je me suis arrêtée, ils n'ont pas très bien compris. Et effectivement, Solange avait 6 mois que je commençais ma formation en ostéopathie. Donc là, j'ai fait ça à la VETAO. Donc je remercie là-bas tous les enseignants qui m'ont appris. Alors j'étais quand même la rationnelle bête et bornée du groupe, la RBB, que je sortais quand même d'un internat. J'avais appris tout ce qui était publication, tout ça. Et là, on me redemandait de mettre tout ça un peu à plat en disant oublie tout, parce que là tu vas être dans des trucs qui sont pas très très prouvés scientifiquement. Donc j'ai trouvé ça voilà, j'ai été bien accompagnée. Et puis j'ai rencontré notamment un ostéopathe, le responsable de l'école, Fabrice Fausse, qui est un très très bon pédagogue. Et puis Christian Strucken, qui est un vétérinaire suisse, qui fait beaucoup d'ostéopathie et qui là m'a donné des clés pour me dire que j'allais peut-être être capable de soigner d'une façon différente. Et je me suis dit je vais. Et ça, je pense que c'est mon parcours depuis le début ouais, de ma carrière entre guillemets, c'est-à-dire quand j'ai décidé d'être vétérinaire et d'être dans les chevaux. Je me suis dit vas-y, et on verra bien si t'es capable, ça va marcher. C'est pas que si ça marche pas quoi. Donc je me suis lancée à l'issue de ma formation, et au sein de cette formation à la VETAO, j'ai rencontré un autre vétérinaire passionné. C'est ça en fait, c'est les rencontres, c'est rencontrer des gens passionnés, investis, et qui peuvent nous aider, enfin qui peuvent nous aider, qui nous nourrissent par leur parcours. Et donc j'ai rencontré aussi un vétérinaire
fermé, qui était passionné de phytoaromathérapie. Et ça a dû faire une espèce de boucle avec les voyages de mon père, ce qu'il ramenait de Chine, les baumes du tigre, les odeurs d'huile essentielle, tout ça. Enfin bref, ça fait une espèce de truc. Et j'ai trouvé que c'était une voie vraiment intéressante, la phytoaromathérapie aussi, parce que ça, à la fois, pour le coup, il y a des publications. On est encore, à mon avis, hein, bon après, on en discutera peut-être un petit peu plus avant, mais au début d'une forme, peut-être, en tout cas, j'espère, d'une autre ère, c'est-à-dire de soigner un peu différemment, pas du monomoléculaire hyper efficace, mais éventuellement potentiellement un peu toxique, à euh, à une approche plus globale, plus avec un peu plus de distance, euh, peut-être moins interventionniste, ou quand même, c'est encore une fois des belles leçons d'humilité, c'est quand même dans cette nature, c'est quand même assez fascinant de se dire qu'il y a tous ces produits qui sont potentiellement, et d'ailleurs, les médicaments, hein, viennent des plantes, hein, mais toutes ces molécules qui soignent. Donc voilà, la boucle est bouclée, je continue à soigner, et en, en prenant plus encore conscience que finalement on est peu de choses, mais qu'on essaie si on essaie de le faire bien, voilà, on peut être un petit maillon de la chaîne, hein, voilà, c'est ce que j'essaie de faire, je pense. C'est la définition que tu donnerais à médecine intégrative, cette approche globale? Oui, c'est ça. Alors là, c'est clair, hein. C'est-à-dire que c'est ce qui me drive maintenant. Euh, alors j'ai fait un webinaire avec un peu en lien avec Cap Douleur sur l'approche intégrative, notamment de la douleur chez le cheval. Je Voilà, pour te dire maintenant, je ne vais plus à des concours complets. Je ne peux plus. Alors que j'étais vraiment passionnée, hein, ça me faisait vibrer. Je ne peux plus voir les chevaux se mettre en dehors de leur zone de confort. Enfin, j'ai du mal. C'est encore beau, hein, quelque part, mais les chutes, tout ça, ça me prend trop le cœur. Je peux dire ce qu'il y a. Donc c'est quand même un parcours, enfin, une évolution un peu étrange, parce que malgré tout, c'est quand même eux que je soigne, hein, mais les voir dans des situations de stress, maintenant, ça, j'ai un peu plus de mal, on va dire. Et effectivement, les soigner, les prendre dans leur globalité, essayer de comprendre où ils en sont dans leur parcours, parce que c'est des sportifs, hein, c'est des athlètes pour la plupart, et pas forcément le cheval de compète ou le cheval de course, mais aussi quelque part le cheval de balade. Si deux, trois fois par semaine il sort en balade avec une douleur cervicale importante, ben on est là pour la détecter et essayer de voir comment on peut faire. Et je trouve ça quand même très intéressant, même si malheureusement je l'ai pas encore pu prouver scientifiquement, parce que voilà, c'est pas encore vraiment fait. Mais bon, mon parcours et peut-être ma conviction, hein, font que j'ai quand même des résultats super intéressants. Voilà, j'ai encore vu la semaine dernière une jument qui était au débourrage, on pouvait plus lui mettre quoi que ce soit sur le dos. Bah, je l'examine, j'identifie des zones de tension, des zones douloureuses, et avec les manipulations ostéopathiques, mes outils de phytoaromathérapie, je suis vraiment convaincue pour le coup. Enfin, voilà, les 15 ans, presque 15 ans d'expérience que j'ai derrière moi me montrent que j'apporte un bien-être, ça c'est sûr, et avec des outils qui sont pas des infiltrations ou des anti-inflammatoires qui, à mon avis, je crois vraiment, je suis intimement convaincue que la prise en charge de la globalité de l'animal dans ses tensions, ses contractures, voilà, avec un côté très médical évidemment, parce que je repose sur de l'imagerie, je travaille en collaboration avec les vétérinaires s'il faut qu'on infiltre. Enfin, je suis pas du tout contre, mais voilà, dans une réflexion globale. Et ça, oui, ça c'est vraiment une conviction forte. Est-ce que tu pousserais même la réflexion du côté du propriétaire aussi dans cette approche globale, c'est-à-dire l'impact émotionnel par exemple ou Ah oui. oui. Bah, comme je te dis, hein, alors peut-être un peu plus côté petits animaux, parce qu'effectivement maintenant je fais peut-être un quart de canine, et je sens un petit peu plus de ce côté-là. C'est l'investissement, les gens qui vont amener leur animal chez un vétérinaire ostéopathe, c'est des gens qui veulent vraiment bien prendre soin et c'est des possibilités. Et voilà, je rencontre plein d'histoires, hein, avec quand même parfois effectivement une forme d'investissement important autour de l'animal, et d'accompagner ça, c'est-à-dire et puis voilà, moi je travaille, je me considère un peu comme une rhumatologue en fait maintenant, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais identifier, pas que, parce qu'il n'y a pas que ça, mais quand même en partie, je vais identifier des zones douloureuses que souvent le vétérinaire dans son approche non ostéopathique va pas forcément y accorder beaucoup d'importance, alors que moi je vais y accorder plus d'importance, et je vais donner notamment, que ce soit un cheval ou un chien, des exercices de rééducation, de kinésithérapie, de thérapie par le mouvement, pour que et des massages. Voilà. Donc
je veux dire, le propriétaire de l'animal que je soigne va lui s'investir aussi dans la relation de soin. Et d'ailleurs, je le vois, ceux qui le font, ceux qui le font pas. Et c'est intéressant. Et c'est-à-dire que ça renforce aussi parfois le lien à l'animal et la prise de conscience de l'importance de son bien-être pour que le chien soit heureux de pouvoir sauter sur son canapé quand tu peux plus sauter sur son canapé, ou que le cheval, même s'il fait deux, trois promenades par semaine, il soit confort dans ses pieds, dans son corps et dans son dos. On va aller plus loin dans cette partie parce que c'est absolument passionnant. Je voulais juste te demander, quand tu t'es formé en ostéopathie et que tu commences à t'intéresser à la phytoaromathérapie, donc tu décides de te mettre à ton compte, d'emblée tu te dis je vais faire que ça et je vais pas faire la pratique, on va dire entre guillemets conventionnelle sur le côté. Alors c'est aussi un concours de circonstances, c'est-à-dire que David, on habitait Angers, il y avait déjà une clinique équine réputée avec des vétérinaires très investis que j'ai peut-être un peu approché pour voir si éventuellement il y avait possibilité de travailler ensemble et comme tu dois le savoir et comme je pense qu'on a cette réputation, les vétérinaires qui travaillent dans les chevaux, c'est quand même des fortes personnalités. En tout cas, la clinique équine qui était dans mon coin, je pense pas que c'était possible de collaborer comme ça. Et en fait, voilà, je me suis dit, je vais apporter une autre forme de consultation comme ça existe en médecine humaine. Et puis je verrai bien si ça fonctionne. Et pour le coup, j'ai vu les vétos du coin. Je leur ai dit, je vais faire ça. Alors je ferai pas de vaccin, je ferai pas de vermifuge, je ferai pas de ça. J'ai bien gardé cette ligne directrice. Je suis pas du tout venue en concurrence de qui que ce soit parce qu'ils avaient des mauvaises expériences de personnes qui avaient ça avant moi et qui ensuite avaient été revenues à la pratique, à une pratique mixte, à la fois conventionnelle et entre guillemets complémentaire. Donc maintenant, j'ai gardé cette ligne et voilà, j'avais aussi ça me permettait alors quand même aussi quelque part d'être à mon compte et de gérer mon temps comme je le voulais, mes enfants, voilà. À l'époque, mon mari travaillait et voyageait beaucoup, donc il fallait quand même une certaine flexibilité. Donc ça a permis voilà de s'organiser comme ça. Et au tout début, quand je me suis installée, je me suis vraiment pas dit, je pensais pas en être maintenant ici, 14 ans après, c'était pas le cas. Je m'étais dit ça va être un certain temps, puis on verra bien comment ça s'organise. Mais donc avec le recul, j'ai l'impression que j'ai pas vu le temps passer, quoi. Ça s'est organisé et puis il y a eu plein de choses qui se sont créées, enfin que j'ai enclenché entre guillemets derrière, notamment grâce à la VEF, avec qui j'ai toujours collaboré depuis que je suis rentrée en France depuis les années 2000, avec encore une fois là des rencontres des personnages clés. Et effectivement, j'apprécie. Alors c'est un luxe, mais quelque part je l'ai peu créé, c'est-à-dire que voilà, je travaille, je soigne des animaux, mais j'ai aussi je consacre du temps à la VEF, aux associations, à d'autres projets. Effectivement, j'ai depuis 2018, je me suis beaucoup investie dans une association transversale à l'AVAC, la VEF et la SNGTV, qui est le REPAS, c'est un réseau de phytoaromathérapie transversale à ces trois associations. Et voilà. Et ça aussi, alors pour le coup, ça nourrit aussi mon besoin de lecture scientifique, parce que là, pour le coup, il y a pléthore en plantes médicinales et en huiles essentielles, même s'il y a pas mal de vétos qui pensent que c'est pas forcément suffisamment scientifique. Ils ont pas complètement tort, mais ils ont pas complètement raison non plus. C'est marrant, tu dis, voilà, c'est bien, ça te donne l'impression que tout est passé très vite, et pourtant, voilà, ce que tu coordonnes là depuis 2018, ça n'existait pas du tout quand tu as démarré en 2009, ce qui montre que la vision générale, je pense, et des vétérinaires et du grand public a probablement bien changé. Quelle vision, tu penses, avaient les vétérinaires à l'époque, en 2009, et le grand public d'ailleurs, de toutes ces approches? Alors, je pense quand même qu'il y avait une demande au sein du grand public. Enfin, vraiment, il y avait une attente, en tout cas, de ces approches-là, puisqu'en humaine, ça s'est quand même développé. Il faut savoir quand même que la France a une histoire particulière par rapport à l'ostéopathie, parce qu'on est le pays en Europe qui formons le plus d'ostéopathes humains. D'ailleurs, malheureusement pour eux, ceux qui sont dans les études, ils travaillent pas tous maintenant, parce qu'on en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, on va pas parler d'ostéopathie animale, pas forcément le lieu et l'endroit, mais voilà. Donc, on a un historique, on aime bien ces approches-là. Et effectivement, dans mon parcours, donc à la VETAO, je me suis formée en phytoaroma avec Pierre May, et je me suis dit bon, pour nourrir toujours mon besoin, et ça c'est Saint-Hyacinthe qui m'a donné ce besoin. Je me suis dit il me faut aussi du concret, de la publi,
du scientifique. Donc j'ai fait le DIU de phytoaroma à la fac de pharma de Nantes. Et là, je suis tombée sur une équipe ça c'était en 2010-2011. Je suis tombée sur une équipe de médecins dont certains étaient enseignants dans ce DIU, travaillaient tous en des approches intégratives. Et il se trouve que la chef entre guillemets de ce groupe qui était la coordinatrice du DIU de phytoaroma avait des chevaux. Et elle m'a pris un peu entre guillemets sous son aile. Elle est très motivée, très dynamique. Elle a organisé toutes les 6 semaines des réunions chez elle de médecins passionnés de phytoaromathérapie, mais pas que. Il y en a qui faisaient de l'acupuncture, il y en a qui faisaient plein de choses. Et il y avait entre 10 et 15 médecins toutes les 6 semaines qui se réunissaient chez elle. Et j'étais invitée à ces réunions et j'en ai pas raté beaucoup pour travailler. En tout cas, eux travaillaient en humaine comme ça. Et donc je me suis dit, si c'est possible en humaine, c'est possible en véto. Hein. Donc voilà. Et quand même, la grande différence par rapport à l'humaine, c'est qu'ils voient beaucoup de patients et en plus les patients ils parlent. Donc en fait, ils avaient quand même des retours sur ce qu'ils faisaient. Il m'a toujours à peu près le problème de confiance dans ce qu'on fait, quoi. Hein. Fallait quand même donner confiance sur le fait que voilà, en travaillant dans ce domaine-là, on pouvait obtenir des résultats si on faisait les choses de façon rigoureuse et le plus scientifique possible. Encore une belle rencontre. Eh ben oui, mais c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller vers l'autre. Et je vois sur mes enfants que c'est quelque chose qui visiblement voilà est sous-entendu dans notre façon d'être et de se comporter et de les élever, puisque j'ai des filles qui sont déjà parties pas mal à l'étranger. Les chiens font pas des chats. Est-ce que tu rencontres des freins particuliers à l'époque? Alors, je pense que je suis je pense qu'on aura compris que je suis d'un méthode naturel un peu fonceur. Quand on a fait du concours complet, je crois que le frein, c'est pas forcément un truc c'est toujours un obstacle qu'on peut franchir, je pense. Et donc, oui, sans doute, j'ai eu quelques réflexions de confrères, consoeurs. Toi, tu vas faire ça, Isabelle, ou d'un ostéopathe vétérinaire renommé qui m'a dit, oh, toi, t'as vu ta taille, tu arriveras pas à faire ta place. Oui, j'ai eu quelques petits trucs, mais bon, ça c'est pas des choses qui me, au contraire peut-être, qui peut-être me disent tiens tu verras. Ouais, c'est ça. Si j'arrive. C'est venu te nourrir davantage. Non, là clairement c'est les clients aussi, hein, c'est les demandes. Ouais. Voilà, j'ai des personnes que je respecte infiniment qui travaillent. J'avoue, je pense là en l'occurrence il me vient tout de suite une des clients qui font de l'attelage, une cliente qui fait de l'attelage à 4 chevaux. Quand elle me décrit ce qu'elle ressent, quand elle conduit son attelage de 4 chevaux, et ce que moi je l'identifie comme posture de l'animal et que tout concorde, je me dis voilà, on a des gens autour du cheval qui travaillent dans le respect du cheval et voilà et on forme une équipe pour laisser le cheval faire, et c'est important hein, à l'heure actuelle dans le respect du bien-être du cheval. Je pense que le cheval il peut tout à fait travailler dans de bonnes conditions quand toute l'équipe qui travaille autour du cheval, le vétérinaire y compris, prend en charge voilà ce qu'il doit prendre en charge. Et donc effectivement voilà ces rencontres et de se dire que avec la plupart de mes clients évidemment, puisque on les trie par définition par mon activité, on attache de l'importance au bien-être du cheval, beaucoup. J'ai aussi une écurie de course chez qui j'interviens depuis le début de mon installation, qui me fait voir beaucoup de chevaux pour notamment même les yearlings avant les ventes. Et là en ce moment il y a les ventes à Deauville. Et je me dis, je remercie évidemment ces écuries qui me font travailler, puisque je suis tellement contente de me dire que ce jeune cheval m'a vu et parce que je travaille avec des professionnels expérimentés, on voit bien les différences avant-après de la prise en charge. Et que déjà ce cheval il part dans la vie en étant un peu plus droit, un peu moins tendu d'un côté ou de l'autre. Enfin oui, je suis vraiment convaincue du bien fondé de mon activité, ça c'est sûr. Et de travailler avec des professionnels qui maintenant m'entourent depuis quelques années. Il y en a avec qui c'est un véritable plaisir de travailler. C'est énorme hein, en tant que professionnel, de pouvoir se dire que finalement si on fait un peu de point, je papouille des animaux toute la journée en essayant de leur apporter du bien-être avec des activités de palpation, d'étirement, de choses comme ça.
et en même temps je soigne et j'ai vraiment le sentiment d'apporter de faire une différence quoi, d'apporter du bien-être au cheval ou au chien. C'est super comme nourriture au quotidien. Aucun doute. D'ailleurs, tu parlais de ta difficulté à aller voir un concours complet et tu parles des courses. Tu as plus de mal avec du coup le concours complet qu'avec les courses. Tu peux nous expliquer un peu plus ça? C'est plus quand l'animal tombe en fait que ça me pose un souci. Mais et c'est plus aussi parce que voilà, je pense que je me suis le concours complet a occupé beaucoup de place dans mon parcours et que finalement je m'en suis petit à petit détachée pour me recentrer sur le soin. Après je milite, j'adorerais qu'on puisse dans les formations autour du cheval, des professionnels du cheval, inclure des clés pour les professionnels pour comprendre quand le cheval est dans l'inconfort ou pas. Alors ça se développe de plus en plus. Moi j'ai des gens autour de moi qui développent des approches un peu éthologiques, des choses comme ça dans le respect du cheval. Je pense qu'on peut très bien faire du concours complet de haut niveau dans le respect du cheval. Je pense qu'on peut très bien. Et alors parfois effectivement il y a des accidents et ça peut arriver, voilà, mais dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Dans mon coin, j'ai un très très bon cavalier qui performe à haut niveau depuis très longtemps et je tire mon chapeau parce qu'il y a vraiment des hommes de chevaux. Et puis au concours complet. Et puis dans les courses, effectivement, il faut. J'ai la chance de travailler dans des écuries où on avait des chevaux qui arrivaient au repos, qu'on mettait un petit peu en route. Et je me dis qu'il faudrait que dans toutes les écuries, on ait un référent bien-être qui sache aussi former les autres à la détection, voilà, d'une petite chaleur, une petite douleur à un endroit pour pas continuer à entraîner le cheval s'il a besoin d'un peu de repos, quoi. Mais c'est ce qu'on fait, j'imagine. La différence, c'est ce qu'on fait sur les sportifs humains, c'est-à-dire que quand on est athlète, faut parfois dépasser quelques douleurs et ça fait partie du jeu. Et puis, mais en même temps, il faut que ce soit bien accompagné. Et je pense que la filière équine, en tout cas la VEF a investi pleinement cette mission du maintien du bien-être du cheval. Et je pense que toute la filière peut continuer à évidemment fonctionner en formant bien tout le monde à la détection des signes d'inconfort ou de mal-être du cheval, ça c'est sûr. C'est chez les particuliers. Enfin, et ça, le vétérinaire a une place centrale là-dedans. Ça, j'en suis intimement convaincue. Et je pense que il faut que tout le monde travaille parce que parfois le vétérinaire est gardé un petit peu comme celui qui va venir faire des injections, des choses comme ça, mais c'est le seul qui peut vraiment déterminer, à mon avis, si l'animal va bien ou va pas bien. Ouais. Ces commissions, justement, que tu en reparles, comment ça se passe, comment elles fonctionnent, c'est quoi ton rôle? Alors la VEF, c'est une association qui est là depuis pas mal d'années. Moi, je me suis rentrée par une petite porte au départ avec un vétérinaire qui, pareil, une belle rencontre, Jacques Bardiès, je cite, qui m'avait fait participer à l'époque à une conférence de consensus sur la castration du cheval. Et de façon pas très surprenante, j'avais investi la partie bibliographie. J'ai lu beaucoup. J'aime beaucoup lire des articles scientifiques. Et donc voilà, j'étais rentrée à la VEF là-dedans et j'étais beaucoup intéressée par la thérapeutique, la vermifugation. J'avais fait ma thèse sur l'antibiothérapie chez le cheval. Et en fait, j'étais rentrée à la commission thérapeutique en fait, donc avec Jacques Bardiès. Et à l'époque, c'était Jean-Yves Gauchot qui était le président de la VEF et qui m'a donné. J'ai pas mal investi le volet vermifugation. J'ai fait en 2008 un espèce de réunion d'experts. On a édité des recommandations qui ont été renouvelées en 2018 avec une autre équipe menée par une vétérinaire expérimentée qui s'appelle Valérie Picandet qui travaille en Normandie et qui a continué ce projet-là. Et donc après, voilà, j'étais quand même pas mal dans la thérapeutique. Et puis à un moment, quand j'ai fait l'ostéopathie, que j'ai découvert encore une autre belle rencontre, Franck de Crène qui était le président de la commission à l'époque médecine non conventionnelle, je crois, ça s'appelait comme ça au début, de la VEF. Et puis on a commencé à monter des projets ensemble. Ce que j'apprécie beaucoup dans cet investissement associatif, c'est que voilà, j'ai des convictions. Je
voilà, elles sont forgées. Voilà, je dois peut-être pas sans doute me tromper, mais voilà, j'ai des projets. Et je me dis, ben tiens, ce serait bien d'essayer de faire partager au plus grand nombre certaines choses, parce que j'ai bien aimé aussi cette valence dans mon parcours de pédagogique quand j'étais à l'école vétérinaire de Nantes. Et j'aime bien faire des formations, en faire, en suivre et aussi en donner. Et donc la VEF permet à tous ces gens qui sont un peu dans cette mouvance-là de faire des trucs. Hein. Ça fait partie. J'ai le sentiment, moi, à chaque conseil d'administration de la VEF, on est une quinzaine de vétérinaires équins, de réfléchir à comment faire. En gros, je dis avancer le schmilblick, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire les vétérinaires équins en pratique ou mixtes le voient pas forcément, mais il y a plein de petites actions qui fait que on œuvre au quotidien pour plein de domaines, notamment le bien-être du cheval, les médicaments, plein de choses. Donc il y a plein de personnes motivées qui donnent de leur temps, ce qui est quand même parfois difficile à l'heure actuelle, où donner du temps en dehors de son travail, c'est pas toujours possible. Hein. Eh bien, ces gens-là, en tout cas, les personnes que moi je rencontre à la VEF font ça, et ça me correspond. Aujourd'hui, on contraint et forcé que les jeunes vétérinaires, contraint et forcé, c'est pas le bon mot, c'est en tout cas, on constate que les jeunes vétérinaires sont vraiment tous très intéressés par une approche plus intégrative. Donc j'imagine que les commissions ont leur rôle à jouer là-dedans. Oui, sans doute, hein, sans doute. Après, la difficulté, objectivement, des commissions, c'est aussi que elles sont portées par des personnalités investies, mais au final, quand on sollicite à droite à gauche un peu de partager un peu les tâches, c'est pas si facile que ça de trouver des gens motivés. Je pense que c'est aussi sociétal, c'est-à-dire que voilà, maintenant on travaille son temps de travail, on consacre du temps à ses loisirs, à sa famille, et ça laisse peu de temps pour autre chose, ce que je comprends, hein. Mais ça demande certains types de personnalités pour s'investir là-dedans, et au final, voilà, quand on fait de l'associatif, on se rend compte que c'est pas toujours facile, hein, de trouver des personnes qui ont cette dimension, qui peuvent donner dans leur vie à cet aspect associatif. C'est pas si fréquent. Donc effectivement, il y a sans doute une demande. Quand je fais des conférences à l'école vétérinaire de Nantes, par exemple, pour les étudiants, je trouve ça super intéressant. Mais voilà, quand je sollicite pour peut-être un peu d'aide ou un peu de c'est parfois plus compliqué, quoi. Hein, mais ça se construit petit à petit. Mais je pense que ça demande quand même certains types de personnalités, et puis peut-être un petit peu voilà, ça nécessite de faire beaucoup de choses quand même, en plus de son quotidien. Un peu de don de soi. Donc tu penses qu'on n'est pas assez équipé, armé aujourd'hui pour continuer à faire grandir cette approche? Oh si, je pense que ça va le faire tranquillement. Si. En tout cas, j'ai mis de l'énergie et je suis très convaincue. Donc et puis c'est super sympa parce que tu vois, donc ce réseau de phytoaromathérapie, le REPAS, que j'ai monté en 2018, il se trouve que en juillet dernier, j'ai été par des rencontres, encore une fois successives, j'ai été invitée par un Suisse qui a monté lui un projet européen qui s'appelle Med Plants for Vet, et qui a invité le REPAS à présenter on m'a invité à présenter ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc j'ai été rejointe. J'ai un comité de pilotage qui est transversal aux 3 associations, et j'ai eu la chance de trouver une alter ego à la VAC qui s'appelle Nathalie Schmitt, avec qui on travaille. On est vraiment sur la même longueur d'onde. On travaille, on y met de l'énergie pour développer notre réseau. Et donc, aussi les autres membres du COPIL évidemment, mais et donc on a présenté. Il y avait un gros congrès sur les plantes médicinales et toute la recherche sur les plantes médicinales avec 3 jours. Sur 3 jours de congrès, il y avait 150 posters par jour de recherche sur des produits issus des plantes, donc c'était quand même assez scotchant. Et il y avait, en amont de ce congrès, une journée consacrée à la médecine vétérinaire, et on a fait l'introduction avec le REPAS en expliquant comment on avait construit ce réseau, pourquoi. Et il se trouve que quelque part en Europe, il y avait d'autres vétérinaires qui pensaient exactement la même chose que ce qu'on a fait nous, et sauf qu'ils l'ont construit au niveau européen, et nous, on avait été financé, le REPAS a été financé dans le cadre du plan éco-antibio par une convention et un budget pour essayer de développer les alternatives aux antibiotiques, notamment avec les plantes médicinales, en renforçant l'immunité et en utilisant les huiles essentielles éventuellement dans certaines circonstances où on peut essayer de trouver, même si on n'a pas toujours les réponses scientifiques, des substances anti-infectieuses. Et eux, ils ont visé plus haut, ils ont monté une action cost au niveau européen,
et ils ont dégoté un budget de 500 000 € pour réseauter en Europe sur tous les vétérinaires qui font de la phytoaroma. Donc en fait, le tout petit projet français qu'on a mené nous dans notre petite tête et qui était quand même on est parti un petit peu la fleur au fusil en se disant ouais super, on va faire ci, on va faire ça, et puis bon, au final on n'est pas beaucoup et on aimerait être plus, donc pour lancer un appel, contactez-moi si vous voulez rejoindre ce réseau. Mais en Europe, il y a une équipe donc hyper structurée avec il y a des professeurs qui enseignent la phytoaromathérapie dans les écoles vétérinaires en Europe, en Pologne, au Portugal, pas qu'en Europe d'ailleurs, au Brésil aussi d'après ce que j'ai compris. Ils se sont tous mis ensemble, ils ont construit un super méga projet. Pour le coup, c'était hyper. Et voilà, on a 4 ans parce que il y a des problèmes de législation, d'utilisation, de qualité. Le vétérinaire, s'il travaille avec les plantes médicinales, il faut qu'il ait des produits de qualité qui soient tracés. Il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de poudres qui sont pas vraiment des poudres de plantes. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et c'est super intéressant. Et donc effectivement, je le suis portée, parce que moi mon petit projet, je l'ai monté en 2018 et grâce à la VEF et au soutien du président, de l'ancien président Jean-Yves Gauchot et du nouveau président Charles-François Loup, ils m'ont laissé mener ce projet. On a réussi à être plusieurs autour de ce projet, et puis là on se rend compte que au niveau européen, il y a un projet de plus grande ampleur, mais qui reprend plus ou moins les mêmes bases que notre projet français. Donc c'est super, et ça va nous porter pendant encore 4-5 ans, quoi. Donc c'est super. Ah, c'est génial. On sent le pétillement dans tes yeux et ton enthousiasme quand t'en parles. Clairement. Et puis là encore une fois, la boucle est bouclée. Je parle anglais, donc c'est très facile. Ouais. On en est où d'ailleurs au niveau enseignement sur la médecine intégrative dans les écoles? Je le dis et je le présente dans mes conférences. Aux États-Unis, il y a des résidences en médecine intégrative. Dans les écoles, il y a des professeurs en médecine intégrative qui font de l'acupuncture, qui font de l'ostéopathie, qui font de la phytoaroma, qui font de la rééducation fonctionnelle. Alors la difficulté un peu en France, c'est que la rééducation fonctionnelle, elle est un peu entre guillemets la propriété des personnes et notamment des vétérinaires et des professeurs des écoles qui sont investis dans le domaine de la rééducation fonctionnelle. On a quand même un super centre de kinésithérapie maintenant en Normandie avec le professeur Jean-Marie Denoy et puis toute son équipe qui ont une reconnaissance internationale importante. Mais c'est pour ça que au niveau intégratif, il y a des collèges de réhabilitation aussi, mais la médecine intégrative, ça inclut aussi d'autres techniques. Il y a eu la semaine dernière, j'ai reçu une publication, une équipe du CIRAL a travaillé avec une acupunctrice et ça a été publié, je crois que dans le JAMA, je sais plus, un journal américain, sur l'approche de l'intérêt de l'acupuncture sur un suivi de chevaux. Donc c'est super intéressant. Donc je pense que en fait, il va falloir que la pratique rencontre les structures vétérinaires françaises et se soit enseignée. Pour l'instant, il n'y a pas de professeurs en médecine intégrative dans les écoles vétérinaires. Il y a des DIE qui se sont faits en phyto-aromathérapie qui se construisent. À Lyon, je crois qu'il y a même un enseignement optionnel où il y a une liste d'attente. Donc voilà, il faut que la profession, il y a encore des vétérinaires qui disent non, de toute façon ça marche pas. Voilà, peut-être qu'à terme on se rendra compte que tout ne marche pas, mais il y a quand même des publications, des études, donc des méta-analyses, des revues de bibliographie en médecine humaine qui montrent que il y a des choses quand même qui sont intéressantes à faire. En phyto, il y a des publications, mais qui sont liées à des développements de produits. Le problème, c'est que c'est du financement de ces études-là qu'il s'agit, quoi. C'est-à-dire trouver de l'argent pour financer des études quand il n'y a pas de produits à vendre, c'est super difficile. Donc pour moi, ça doit devenir des instances, et ces actions menées au niveau européen, nous au niveau français, je trouve ça quand même super intéressant. Donc il y a une demande. Les éleveurs bio en production animale, ils n'ont pas attendu les vétérinaires pour utiliser les plantes. Et je pense que vraiment le vétérinaire doit retrouver sa place au centre de ça en apportant de la science, son diagnostic et pour la sécurité aussi bien dans l'utilisation de ces produits-là que dans la sécurité alimentaire, évidemment. Et peut-être qu'il y a encore un peu trop d'opposition entre la médecine conventionnelle et d'ailleurs intéressant que avant c'était appelé médecine non conventionnelle alors qu'on est plutôt et d'ailleurs alternatif alors qu'on est plutôt sur de la complémentarité de tout à fait. Voilà, ça évolue mais alors ce qui est sûr, c'est ce qu'on apprend au contact des instances, c'est que ces temps-là sont longs. Ouais. Donc mais c'est porté par des personnes motivées en général. Voilà, donc en tout cas moi j'aurais porté ces projets à bout de bras avec mon énergie, mon enthousiasme et mes convictions, et j'espère que ça aboutira. Et bon, c'est sûr que d'être en plus, le petit parenthèse, c'est que j'ai quand même invité à Dublin, et donc évidemment j'adore l'Irlande, et évidemment c'est sympa parce que voilà, j'ai rencontré des personnes qui travaillent sur la zoopharmacognosie, donc les animaux qui se soignent eux-mêmes, donc dans la nature. Enfin,
y a des gens passionnants, hein, on rencontre des gens passionnants en faisant plein de trucs comme ça. Donc voilà, et donc je pense que oui, non, c'est porté. J'ai un peu de mal à penser que ça n'aboutira pas. Je pense que voilà, on est à l'aube un peu d'un on va dire, c'est un terme à la mode, un changement de paradigme, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir une approche, voilà, plus intégrative de la médecine. Et c'est d'ailleurs parfois ce qui est reproché. On a souvent des errances thérapeutiques sur des problèmes complexes avec des médecins ou des vétérinaires qui vont adresser une problématique très complexe très bien. Mais la globalité parfois est un peu plus compliquée et ces praticiens en médecine intégrative ont cette vision un peu plus globale et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer, qui va se développer et qui va évoluer parallèlement aussi à tout le reste, évidemment, hein. Donc on sera jamais une majorité, mais on fera partie du tableau. Ça, oui, j'en suis convaincue et en tout cas, je vais faire en sorte, avec toutes les années qui me restent pour faire ça, de continuer à œuvrer pour ça, c'est sûr. J'ai aucun doute. D'ailleurs, si t'avais une baguette magique, là tout de suite, pour faire évoluer plus rapidement peut-être les cliniques, les praticiens, qu'est-ce qui serait le plus apte? Eh bien, je pense effectivement de faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire d'avoir des professeurs dans les écoles en médecine intégrative, des gens formés. Donc, bon, par exemple, pour la phytoaromathérapie, ce serait peut-être c'est pour ça que j'ai pris un peu cette optique-là, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile, parce que dans toutes les facs de pharmacie, il y a des enseignants passionnants en phytoaromathérapie que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce qu'effectivement, j'ai rejoint le groupe de travail plante à l'ANSES, en tant qu'expert, et je rencontre d'autres experts, entre guillemets, et moi, je suis juste praticienne, hein, alors que là, il y a ce qu'on appelle des pharmacognosistes aguerris, qui connaissent énormément de choses sur le plan médicinal. Et si déjà on avait ça dans les écoles vétérinaires et qu'on formait, parce que moi, quand au début de mes études, on avait un professeur qui s'appelait professeur Fromageau, je crois, il parlait quand même des plantes médicinales, hein. Après, ça s'est perdu un petit peu, mais je pense qu'il faut vraiment, il faut que ça rentre dans le cursus plus général, et puis l'ostéopathie aussi, hein. Moi, je demande, enfin, voilà, il faut qu'on ait des enseignements. Alors au départ, on fait un peu appel à des praticiens, mais il va falloir qu'on intègre ça. Et bon, enfin, tu le sais parce que tu as été aux États-Unis aussi. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait toujours une dizaine d'années de décalage entre ce qui se passait aux États-Unis, peut-être un peu moins maintenant, peut-être 5, passer aux États-Unis et ce qui se passe en France après. Mais je pense que j'espère que ça va se développer parce qu'effectivement, il y a une réelle demande, hein, des étudiants. Mais en même temps, une frilosité parce qu'on leur dit, bah, c'est pas suffisamment scientifiquement prouvé. Je pense qu'il y a il faut, si on n'a pas des structures dans les écoles vétérinaires qui permettent de faire de la recherche, ben, on aura du mal à convaincre l'ensemble de la profession. Donc, c'est en train de se faire aux États-Unis. Là, au congrès de la VEF, ils ont invité le professeur Frank Andrews, qui a fait des multiples recherches sur différents compléments alimentaires, notamment à base de plantes médicinales. Il a eu des budgets très conséquents pour faire de la recherche. Bon, ben ça existe aux États-Unis. Ben, si j'avais une baguette magique, je demanderais à tous les fabricants de compléments alimentaires ou tous ceux qui sont intéressés par la phytothérapie de dégager une partie du budget de ce qu'ils vendent pour financer des projets de recherche. Et là, on rencontre les problématiques évidemment de statut pour avoir bossé aussi dans un labo, de savoir qu'une fois qu'on met une allégation thérapeutique sur une plante, ça devient un médicament et ça enclenche tout un tas de complexités législatives tout simplement. Alors, ce qui est sûr, hein, mais c'est vraiment ce à quoi, en tout cas, le REPAS a travaillé et est reconnu, je pense, par les instances ANMV, ANSES, DGAL. Et on a un travail politique de fond, hein, mené entre autres par le responsable de la commission médicaments de la SNGTV qui s'appelle Olivier Fortino, qui a été une pierre très importante dans l'édifice du REPAS aussi. Effectivement, en Europe, c'est les questions, ils se posent exactement les mêmes questions que nous. Et le but de ce collectif Medplants for Vet, c'est de faire évoluer la législation pour qu'on essaie de trouver justement un juste milieu entre le médicament et l'aliment complémentaire. Je pense qu'on va trouver une autre voie, parce que pour l'instant, la législation a été construite pour le médicament monomoléculaire développé, mais c'est très cher de développer un médicament. Et puis ensuite, il faut que les retombées, en plus, on est clean, on a des retombées qui sont financières, qui sont quand même très faibles, hein. Donc, mais voilà.
je pense qu'on va avancer sur ce sujet-là et ça va demander un certain temps. La législation européenne, je crois qu'on est en 2027 pour avancer sur des textes qui mettent tout le monde d'accord. Et cette initiative européenne menée par des confrères, notamment, je crois que ça a pris, c'est né en Suisse à la FIBEL, qui est un organisme d'agriculture biologique, avec j'ai toujours adoré travailler avec la Suisse, c'est toujours super constructif, c'est toujours très consensuel, ils prennent les avis de tout le monde, c'est super intéressant. Et donc ils ont monté ce projet-là et je suis sûre que ça aboutira à quelque chose de positif. Donc quand on aura enclenché sur la phytoaroma, j'espère que l'ostéo, l'acupuncture, toutes les autres médecines suivront. Est-ce que tu as rencontré toi personnellement des difficultés avec les lobbies de médicaments par exemple? Non. J'aimerais que tout, mais il y a des grands laboratoires qui ont des médicaments et qui ont des aliments complémentaires, compléments alimentaires. J'aimerais que c'est d'ailleurs une des parties un des groupes de travail de l'action européenne COST, Medplans Forvet, de mettre tous les fabricants autour de la table et de leur dire voilà, il y en a certains qui vendent du médicament, qui ont du budget, qui font de la recherche dans le médicament. Est-ce qu'on peut pas trouver aussi quelque chose dans les aliments complémentaires? Non, mais j'ai pas. En tout cas, non, j'ai pas. Si c'est arrivé, je ne l'ai pas vu. C'est plutôt encourageant. Oui, non, je pense que les grands laboratoires, il y en a pas mal qui développent des produits, qui essaient de le faire, voilà, en faisant appel à des vétérinaires plus ou moins informés quand même. Et voilà, moi, on est encore un peu dans une convergence d'une forme d'empirisme, de tradition et aussi de scientifique. Donc, mais voilà, si on avait des budgets qu'on peut avoir c'est difficile parce qu'on peut pas breveter des plantes. Mais je pense qu'il y a des actions à mener. En tout cas, ça a lieu maintenant aux États-Unis, donc ça va, j'espère, arriver en France, en vétérinaire. Je reviens sur la demande des jeunes sur cette approche. D'ailleurs, j'ai pu le constater quand je travaillais sur la partie recrutement de jeunes dans les cliniques, que c'était une demande pratiquement unanime de travailler dans une clinique qui était plutôt ouverte à ce genre d'approche. Et comme tu l'as dit très justement, toutes les cliniques ne le sont pas. Est-ce que tu as une explication à ça ou des conseils à donner soit aux jeunes ou soit aux cliniques justement pour qu'elles intègrent cette approche dans leur quotidien ou dans leur structure? Oui, encore une fois, c'est multifactoriel. Ça vient de la formation, comme on l'a déjà évoqué, c'est-à-dire que c'est pas enseigné, donc voilà, il y a encore notamment sur les pratiques ostéopathiques, voilà, ça peut paraître un peu fumeux, alors que quand même, et quand même au sein de la profession, il y a plein de techniques ostéopathiques, donc il y en a qui sont peut-être plus difficiles à comprendre que d'autres. Donc c'est aussi aux vétérinaires qui les pratiquent d'utiliser les bons discours, parce que c'est quand même toujours intéressant. Et puis c'est quand ça répond à une demande. Moi, je me souviens d'avoir été à une réunion, on avait dit non, on va surtout pas enseigner l'homéopathie aux vétérinaires. Je connais pas l'homéopathie, je la pratique pas, mais je me dis que tous les jours on va leur demander aux jeunes vétos des traitements homéopathiques, donc à minima ils savent ce que c'est en fait, parce que s'ils savent même pas, comment voulez-vous qu'ils répondent quoi? Et donc sur la phyto tout ça, voilà, il y a des données, il faut que ça passe à mon avis par l'enseignement, parce que ce qu'on fait au quotidien dans les commissions, dans différentes commissions de nos associations, AVAC, AVEF, SNGTV, il y a des commissions ad hoc qui s'occupent de ça, qui font des formations. Donc il y a des vétérinaires qui ont une fibre un peu plus développée là-dedans, et puis ceux qui pensent que ça fonctionne pas, ou qui trouvent que c'est peut-être il y a une forme de charlatanisme, parce que c'est ce qu'on entend. Je sais même pas quoi leur répondre en fait, parce que voilà, moi je peux pas, je pense que j'entends qu'il y a peut-être pas le background scientifique qu'ils souhaiteraient avoir, mais il faut laisser la chance à ces pratiques-là, et puis discuter avec les vétérinaires qui les ont intégrés, et je pense pas qu'ils reviendraient en arrière. Et en plus ils permettent, parce que en plus il y a une question de profession, c'est-à-dire que si notre profession avec cette formation scientifique construite n'investit pas ces domaines, voilà, il y a déjà il y a des ostéopathes animaliers, il y a nous, il y en a des dentistes équins, on a des naturopathes maintenant, il y a des praticiens en shiatsu, il y a plein de personnes qui veulent soigner aussi,
et qui vont le faire avec d'autres techniques que la profession vétérinaire peut-être dénigre un petit peu, ce qui est dommage, parce que je pense que encore une fois, grâce à la qualité de notre formation, on peut avancer dans ces domaines-là. Et j'irai même plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, pour être confronté à différents types de praticiens et de thérapeutes de tout poil quand même sur le terrain, c'est que pour moi, parfois, il y a une perte de chance pour l'animal. Parce que les propriétaires pensent que l'animal a été soigné par tel ou tel thérapeute qui est plus ou moins officiellement diplômé. Et moi, j'ai vu des cas tristes, en fait, d'animal en souffrance, qui entre les mains d'un vétérinaire, sans doute, ça n'aurait pas été pris en charge de la même façon. Donc non, je pense qu'il faut dire aux jeunes que il faut d'abord il faut croire. Si on a des convictions, il faut y croire. Ensuite, il faut mettre les choses en place pour pouvoir être en accord avec soi-même. C'est ça qui est important. Et ensuite, c'est super sympa de soigner avec ces médecines-là. Je pense que cette semaine, j'ai encore eu un message d'un client qui est venu me voir déjà 2-3 fois qui m'a dit, mais honnêtement, je suis surprise par les résultats. Et moi aussi. Enfin, je veux dire, et puis ça, c'est mon quotidien. Je veux dire, c'est 80%. Enfin, je dis pas que je fais du 100%, mais qu'est-ce que c'est positif, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et comment ils peuvent se former, alors c'est jeune ou même c'est moins jeune, Eh bien, voilà. Bon, il y a il y a pour ce qui est de l'ostéopathie, il y a un diplôme, il y a un DIE à Nantes. Il y a aussi 2 écoles privées, l'IMAO et la VETAO. Pour ce qui est de l'ostéopathie, l'acupuncture aussi, je pense, IMAO et VETAO offrent des formations. Il n'y a pas de formation d'acupuncture. Je crois qu'il y a des journées d'introduction dans certaines écoles à Toulouse, notamment, je crois. Et puis, en phyto-aroma, il y a les DIE dans les écoles vétérinaires qui tournent. L'année prochaine, je crois que c'est à Toulouse. Cette année, c'était à Lyon. Donc, c'est une école différente chaque année. Et puis après, il y a les DIU dans les facs de pharma. Il y a même des DIU d'aromathérapie maintenant à Rennes et à Strasbourg où on peut former ça. Puis il y a des super congrès. Moi, je vais à un congrès qui s'appelle Phytarome à Grasse. Donc déjà, c'est le pays des parfums. C'est absolument extraordinaire. Et puis, alors, il y a des gens passionnés. Il y a plein de choses qui se passent. Là, il y a un congrès à Lyon le 3 novembre sur l'aromathérapie clinique. Enfin, les choses sont il y a des associations qui se montent, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et il y a vraiment un mouvement. Donc la profession vétérinaire, c'est toujours moi ce que j'ai pensé. Enfin, quand on voit des mouvements comme ça se mettre en place, il faut qu'on y prenne notre place en tant que professionnel de santé. Donc oui, il y a un mouvement, il faut oui, on en fasse partie, c'est clair. Et donc ça va se faire. Donc les jeunes, il y a des solutions. Et puis voilà, faut se renseigner. Et il y a dans toutes les associations, il y a des commissions et ils peuvent s'en rapprocher. Super. Est-ce que j'ai une question qui me vient en t'écoutant. Est-ce que ta démarche, même si bien sûr, j'imagine scientifique et diagnostique, dans ton esprit, est plus orientée thérapeutique quelque part? Je sais pas si cette question fait sens. Si oui, j'entends. Ouais, peut-être développer un peu. Est-ce que je suis quand même dans une forme de thérapie, de thérapeutique, ça c'est sûr. Je suis dans une approche médicale. Je suis pas dans l'émotionnel. Certains, effectivement, il y a des ostéopathes. Je travaille aussi. Alors, c'est très complémentaire parce que sur Angers, on est beaucoup de vétérinaires ostéopathes et on a tous des approches différentes. Voilà, moi j'ai cette approche-là qui est plus structurelle, anatomique, kinésithérapique, de rhumatologie entre guillemets. Mais il y a d'autres approches et effectivement, moi j'y fais pas trop appel parce que sans doute parce que j'ai pas cette fibre-là et aussi parce que quand je suis passée derrière d'autres types de thérapeutes qui faisaient un peu plus appel à ça, je me suis dit qu'il y avait des trucs à côté duquel c'est très évident à côté desquels ils étaient passés et j'ai trouvé ça dommage. Voilà. Mais je pense que pour le coup, ça reste complémentaire. S'il y a des gens qui veulent développer cet aspect-là, voilà. Alors il y a quand même, j'ai pas mal de mes clients qui font pas beaucoup appel à des communicatrices, en l'occurrence animales. Voilà, bon, ça fait appel à d'autres choses que j'écoute, que j'entends, que je prends en considération, mais dont je ne comprends pas vraiment le fonctionnement, effectivement. Et aussi que, encore une fois, je reviens sur ton approche, que tu es dans une démarche je pense à ton cheval, hyper douloureux, moi dans une démarche de, ok, on va aller au bout de ce qu'il a concrètement, que ce cheval a mal, on va trouver des solutions. Ce que j'entends, voilà, quand tu décris, c'est que t'es moins quand même dans une démarche de dire exactement l'origine du problème, tout à fait, que
c'est la prise en charge globale de l'animal. C'est-à-dire que peut-être, et puis surtout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dégrossi cette approche-là, quand on a un animal qui va s'être bloqué il suffit qu'il soit tombé un peu auprès, qu'il se soit fait un peu mal et qu'il ait juste un petit torticolis, hein. Enfin, je pense qu'il y a des humains qui de temps en temps ont des torticolis qui se déclenchent comme ça, on sait pas trop pourquoi, mais ça peut s'installer, des choses comme ça, et ensuite, on va demander un certain type de travail. Il n'y a pas forcément une lésion objectivable à l'écho, à la radio, des choses comme ça. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais le nombre de fois où j'ai des animaux qui sont passés, des chevaux comme des petits animaux, dans des techniques d'imagerie poussée, pour certains, je me suis amusée à aller palper l'animal et notamment des cas qui me viennent avant des IRM de pieds de chevaux. À la palpation, j'avais identifié la lésion du ligament collatéral médial de l'interphalangienne distale, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est vraiment dans une approche, et je pense que c'est ce que faisaient les vétérinaires avant d'avoir toute l'imagerie, c'est-à-dire une approche palpatoire très fine, on arrive à déterminer ce qui se passe. Ensuite, on fait effectivement l'approche ostéopathique, fait appel à des chaînes, myotensives, des choses comme ça, et on va mettre en place des mobilisations, mais c'est scotchant parfois, hein. C'est vraiment voilà. Tous ceux qui ont des douleurs chroniques et qui ne croient pas à l'ostéopathie à l'ostéopathie par exemple, peuvent aller chez un ostéopathe, mais ça dépend aussi du praticien, hein. Il y en a des bons et des moins bons, donc voilà. Moi, j'en ai une avec qui je travaille régulièrement, je trouve qu'elle travaille comme moi, elle a soulagé pas mal d'humains autour de moi. Voilà. Donc voilà, c'est une autre approche, mais voilà, si j'ai évidemment, si j'ai une fracture, un machin, un truc, voilà, il y a d'autres techniques qu'on va mettre en place, ou s'il faut infiltrer, faut infiltrer. Je suis pas contre ça, mais à mon avis, ça sert à rien d'aller infiltrer une articulation cervicale, même si elle est un petit peu remaniée, si on ne donne pas à l'animal en l'occurrence le cheval, les techniques et les moyens, parce que je prescris des exercices après de vivre avec. On vit tous avec des douleurs, mais je pense que l'approche thérapeutique intégrative, elle est vraiment intéressante, vraiment intéressante. Oui, je pense que je forçais un peu le trait dans le sens où, comme tu le sais, comme beaucoup de nos auditeurs le savent, voilà, j'ai fait une résidence aussi, et que parfois j'avais le ressenti que on était plus pointilleux sur l'idée de poser un diagnostic qu'on arrivait souvent à faire ou pas, et en face on n'arrivait pas forcément à mettre en place une thérapie qui faisait que le cheval allait mieux, et ce qui était d'ailleurs très frustrant, et c'est pour ça que je te posais la question sur la finalité de ton approche, qui est bien sûr plus d'aller de soulager l'animal finalement que de trouver quelque chose de précis. C'est en ça que c'est très complémentaire et que c'est fascinant. C'est-à-dire que moi, voilà, comme je comprends évidemment les discours vétérinaires, puisque c'est ma formation, et qu'en plus j'ai quand même un petit peu de bouteille, je pense que effectivement il y a des moments où ça devrait presque être systématique. J'aurais envie qu'il y ait des personnes dans tous les hôpitaux vétérinaires qui offrent une séance de médecine intégrative à tous les animaux hospitalisés, puisque je pense que la récupération est meilleure. Moi, j'ai croisé dans mes formations, notamment par exemple des kinésithérapeutes qui travaillent dans des EHPAD, et en mettant des exercices et en changeant l'alimentation et en mettant quelques compléments alimentaires, tous les octogénaires, je dis pas qu'ils recrottent, mais presque, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs, on en parle, mais voilà, ça pose le soin aussi dans notre société de l'approche de ces types de soins-là. C'est-à-dire que, à mon avis, on y vient par la volonté de certaines personnes. Voilà, un petit dernier exemple, mais lors d'un congrès d'aromathérapie à Grasse, il y avait une pharmacienne d'EHPAD qui disait que depuis qu'elle diffusait des huiles essentielles, parce qu'il y en a qui ont des vertus apaisantes, elle avait diminué de 80% la prise des benzodiazépines par les résidents de l'EHPAD. Donc c'est quand même vachement intéressant, parce que c'est de les calmer quand il y a des maladies, Alzheimer, des choses comme ça. Il y a vraiment des choses à faire, hein. Donc voilà, tout est possible, et il suffit, et je pense qu'il y a un potentiel, voilà, hein, s'il faut avoir une conclusion sur ces approches-là, et c'est que on peut, en tant que praticien, par des techniques palpatoires qu'on apprend mais qui sont accessibles à tout le monde, c'est un peu comme le piano, il y a des Mozart, et il y a des bons joueurs de piano, et il y a des moins bons, mais on y arrive tous à jouer un peu de piano. Et puis ensuite, il y a des approches comme ça, et puis les approches médicales type acupuncture qui commencent à faire leurs preuves, et puis
phytoaromathérapie, dans la nature, il y a toutes ces molécules qui existent et qui ont des propriétés qu'on ne connaît pas encore très bien et qu'il faut savoir utiliser. Alors c'est parfois à petite dose, c'est parfois à plus long cours, mais c'est cette dimension d'avoir du plus grand que soi autour de soi pour soigner, c'est assez fascinant et on fait une profession où il faut être humble, quoi. C'est-à-dire que la nature, parfois, on donne des petites clés. C'est ce que l'ostéopathe dit parfois. En redonnant un petit peu de mobilité à certains endroits, l'organisme se remet en marche différemment et va mieux. Et ça peut être aussi le cas sur des affections métaboliques, hein, voilà. C'est cette approche globale de soins qui, à mon avis, j'espère en tout cas, prédominer à l'avenir. Merci pour cette conclusion. J'ai encore une question pour toi. Je parle pas souvent de hobby dans ce podcast, mais j'avais envie, en te lisant, de te demander s'il y avait un lien à faire entre eux et ton approche intégrative. Oui, après, c'est sûr que comme c'est intéressant, c'est ce qui me vient en plus, c'est très spontané. Comme j'ai beaucoup monté à cheval et que je monte moins et que ça prenait beaucoup de mon temps. Après, je pense que je suis peut-être quelqu'un qui compartimente un petit peu. J'ai pas mal investi mon rôle de maman, objectivement, ce qui me laissait quand même un peu moins de temps pour faire autre chose. Et voilà. Après, ce qui est indispensable et que je fais quand même assez souvent, c'est aller marcher. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'adore nager de plus en plus. C'est-à-dire, je nage de plus en plus. Dès que je vais dans un endroit, je nage dans tous les pays où j'ai pu aller. J'ai eu la chance d'aller dans les pays du Nord cet été. J'ai nagé en Suède. Dès que je peux, je nage. Donc, ça fait du bien et je pense que ça fait partie. Enfin, d'ailleurs, et la méditation et le pilate et tout ça aussi. C'est-à-dire que laisser l'esprit se poser, c'est super intéressant. Et en même temps, se concentrer sur un ressenti, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire que presque chaque acte thérapeutique est un moment où je me centre sur l'animal et peut-être aussi sur mon ressenti, qui fait que ça apaise l'esprit, puisque mon esprit est toujours un peu en mouvement, parce que je suis plein d'idées tout le temps. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Et puis, aller nager ou étirer des muscles avec des techniques et tout, on étire des méridiens, on met en mouvement, on sollicite des zones qui peuvent parfois être un peu tendues, plein de raisons, hein, ou parce qu'on a pris un coup, parce qu'il y a eu un bleu, parce qu'on a fait un faux mouvement, et tout ça, ça fait sens en fait. Et en plus d'y ajouter ensuite des petites molécules locales pour un massage avec des huiles essentielles ou donner des plantes médicinales qui vont avoir pas un effet à un endroit précis, mais un effet global. Oui, tout ça c'est très très lié. Et donc je l'applique dans ma vie quotidienne par ce que je ne fais quand je ne travaille pas. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup. Merci pour cette belle réponse. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Peut-être de dire aux personnes qui écoutent mon podcast et à qui ça parle de pas hésiter à me contacter, simplement de pas le faire par mail parce que pour le coup je passe peu de temps puisque je fais quand même pas mal de visites devant mes mails. Je préfère la voie téléphonique ou SMS et voilà et puis de rejoindre les différents mouvements parce que je pense que les jeunes vétérinaires se rendent pas forcément toujours compte de l'investissement que représente l'associatif et que c'est indispensable au fonctionnement de la profession. Donc si on n'a pas un renouvellement des personnes dans ces associations avec des gens qui sentent les épaules motivés pour le travail collectif et faire avancer certains sujets. En fait, si le sujet il est légitime et on y met un peu de temps et d'énergie, il avance. Donc, mais il faut des personnes. Il faut donc, ne pas hésiter à rejoindre ce qui existe déjà ou créer s'il y a besoin de créer. Mais par expérience, créer ex nihilo des associations, c'est parfois plus compliqué. Hein. Donc, s'entourer de personnes qui ont déjà un peu d'expérience, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné et j'ai toujours trouvé ça. Et ces gens-là, tous les gens dans ces associations sont très bienveillants et à l'écoute des projets. Et si le projet leur paraît intéressant, ils vont soutenir. Donc enfin, moi sans la VEP, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Hein. Voilà, c'est vraiment voilà. J'aurais eu plein de frissons pendant cette interview, mais je dois beaucoup à ce collectif. Ça, c'est des premiers conseils aux plus jeunes. Donc, contactez Isabelle pour donner un coup de main, rejoignez les réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est ma question un peu de clôture typique. Quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même?
ouais, c'est toujours des questions très intéressantes et c'est ce qui a motivé un peu de brainstorming dans mes marches dans la nature. C'est effectivement, je pense que c'est intéressant, c'est déjà alors voilà, moi j'ai eu un parcours psychanalytique et la connaissance de soi-même est très importante parce qu'on est tous le fruit d'attentes familiales, de notre environnement de quand on se développe, quand on est enfant, et il faut en prendre conscience et ensuite voir qu'est-ce qu'on s'approprie, qu'est-ce qui fait vraiment partie de nous-mêmes et qu'est-ce qui n'est pas, qui nous est transmis, qui peut être un peu lourd à porter et qu'il faut par différentes techniques pouvoir identifier comme trop lourd à porter et pas qui nous correspond pas. Donc voilà et puis ensuite bien se connaître et ensuite surtout évidemment se faire confiance. J'ai justement ma fille de 17 ans qui est partie à l'école ce matin en me disant que elle avait réfléchi cette nuit et qu'elle avait décidé elle avait une meilleure idée de ce qu'elle voulait faire. Elle avait un espèce de plan de carrière. Je sais que elle est partie au lycée après. Je me suis dit je vais lui dire surtout fais ce qui te plaît. Parce que si tu fais ce qui te plaît, tu auras de l'énergie, de la motivation. Et parfois, tu rencontreras des obstacles et tu auras des portes qui vont peut-être se fermer, mais ça t'aidera à voir vers où tu veux aller. Et si tu fais ça, on s'en fout des résultats scolaires, des choses. Si tu fais quelque chose qui te plaît, forcément, et si tu t'investis bien et que tu mets quand même de l'énergie, ça va forcément fonctionner. Donc, faire confiance. Super. Merci beaucoup pour ces derniers conseils. Et merci encore, Isabelle, pour ce fabuleux podcast qui est passé très vite. Voilà, on parlait tout à l'heure d'années qui s'écoulent rapidement, mais moi, j'ai pas vu le temps passer. Et pour ça, je te remercie. Et je pense que nos auditeurs te remercieront aussi. Eh ben, merci à toi. C'était un moment vraiment intéressant et voilà, c'est à conseiller effectivement pour réfléchir un petit peu à son parcours, c'est toujours sympa et si ça peut servir à d'autres, c'est encore mieux. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.